communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Nous reprenons nos émissions après un arrêt pendant le mois d'août, un mois d'août où il y a eu de l'actualité financière, boursière et générale. On va en parler dans 2 minutes avec mon invité, Franklin Pichard. Bonjour. Bonjour. Franklin Pichard, donc de Barclays Bourse. Et puis, donc vous pouvez vous retrouverez peut-être en cliquant sur le lien voisin, les conseils qui sont l'application de cette émission qui, elle, est l'émission d'analyse. Alors Franklin, rapidement, reprise de cette émission justement après un mois d'arrêt, votre point de vue sur ces 2 mois d'été, donc les 2 tiers de l'été, un peu plus même. Bien déjà, un grand ouf de soulagement parce que ça a été un été fait de sérénité. Et ça nous change des années précédentes. Ça nous a complètement changé. Des années, on a pu respirer, souffler et rester serein où qu'on soit en voyant ces marchés donc, qui finalement... à la fois il faisait beau, mais on pouvait rester serein. C'est exactement. Pas mal. Oui, non, c'était la bonne chose. Alors bon, on a vu que les États-Unis c'était un tout petit peu moins bien comporté, mais en ce qui concerne nos marchés domestiques ou de la zone, on a été plutôt agréablement surpris de voir cet été ce à quoi on pouvait s'attendre, hein, mais on n'est jamais sûr de rien. On ne voyait pas de catastrophe possible, probable, mais en général, on ne les voit pas venir. Le signe noir ne s'est pas manifesté. Le signe noir ne s'est pas manifesté cet été, donc c'était très bien. Alors les gagnants, les perdants, vous avez un peu regardé ? On a regardé, oui, on a vu globalement que des secteurs s'en étaient mieux sortis que d'autres, des zones, là je le disais justement, la zone euro s'en est peut-être mieux sortie que les marchés américains, donc il y avait cette poche et cette attention à avoir, il fallait peut-être se recentrer un petit peu sur notre zone pour profiter de certaines opportunités. On a vu des opérations de M&A, pas seulement là dès notre retour, mais ça a été favorable à des secteurs. On a des secteurs qui bénéficient de recommandations plus positives. Le secteur automobile, par exemple, dont on a noté le net rebond. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec des titres. Pas mal de choses un peu massacrées, le secteur automobile, un peu les services aux collectivités, etc. Des choses bien massacrées précédemment ont confirmé le retour. Oui, voilà, c'est ça. On avait pricé un petit peu des niveaux anormalement bas, et ça a été donc le retour des utilities, du secteur automobile, enfin, pour certaines valeurs, d'autres avaient été épargnées. Je pense à Renault qui n'avait pas particulièrement souffert, mais en l'occurrence Peugeot. Juste un tout petit mot, l'or a rebondi alors que quand on s'est quitté au mois de juillet, la plupart des spécialistes disaient ça va continuer à baisser, et puis on a eu un rebond. Oui, alors moi, je tiens toujours le même langage. Je dis les devises, l'or, ce sont des sujets à la fois politiques, économiques, qui nous dépassent. qui nous dépassent largement. Donc, je n'en dirai pas beaucoup plus. La seule chose, c'est que les récentes corrections sur les matières premières auxquelles on assiste, quand on lit les analyses, eh bien, on n'écarte pas les... Alors, manipulation, c'est une provocation, mais on va dire des agissements de certains hedges qui baissent et qui tapent un petit peu sur le cours des matières premières, et en l'occurrence qui avaient tapé sur l'or à un moment, en anticipant peut-être des retours d'inflation et en voulant reprendre des positions à des niveaux plus bas. Donc il y a peut-être un petit effet ciseau sur les matières premières. Alors il y a une matière première, c'est le pétrole, alors, avec l'affaire syrienne quand même, le pétrole, c'est plutôt bien tenu sans flamber. Alors pour le moment, il s'est plutôt bien tenu, il ne flambe pas parce qu'effectivement, 2 camps s'affrontent, les bearish, les acheteurs d'or aussi, et donc on est pour le moment dans un scénario où bearish et bullish s'opposent sans s'affronter, et où l'or n'a pas explosé. N'oublions pas qu'il y a une quinzaine de jours, les stratégistes or imaginaient que sur une aggravation de la situation en Syrie, le prix du baril pouvait aller au-delà de $150, voire $200. Et bon, on les a pas retrouvés. Alors, juste un petit tour du monde macroéconomique, si vous voulez bien. Alors, donc vous avez dit l'Amérique, la bourse un peu moins bonne, mais l'économie...
bonne. On a vu les trop indicateurs. Trop bonne, presque. On a peur de la Réserve fédérale. Donc voilà, alors maintenant, ça y est, on voit un petit peu à visage découvert avancer les banquiers centraux. En ce qui concerne la Fed, maintes fois annoncé, non pas encore appliqué, mais vraisemblablement les marchés sont tournés vers la réunion des 16 et 17 ou 17 et 18 septembre prochains, donc dans une dizaine de jours, où là, rien n'empêcherait maintenant la Fed de réduire ses injections de liquidités. La situation économique semble franchement ancrée, avec une croissance qui est solide, des indicateurs économiques et de confiance et de consommation qui laissent présager une réduction. Les marchés ont fait une petite partie du job sur les taux longs, où là, la remontée des taux, sans crack obligataire, c'est confirmé, oui, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Je crois que vous êtes meilleur spécialiste que moi pour parler des taux, mais typiquement, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, on a vu aux États-Unis les taux quasiment doublés sur les plus bas. En Europe, les taux, parlant de la France, les taux ont rebondi de près de 30% sur les plus bas. C'est beaucoup. Typiquement, on voit une tension sur les taux, mais qui finalement reviennent à un niveau qui price assez naturellement. Donc qui ne pénalise pas les actions. Qui pour le moment ne pénalise pas. Il ne faudrait pas que ça aille beaucoup plus loin. Deuxième phénomène, les États-Unis, on fait le tour vers l'Europe, on fait le tour à l'envers, si j'ose dire, du soleil. Donc l'Europe, plutôt encore un peu mieux que ce qu'on espérait sur la conjoncture. Ça y est, au début, on avait des frémissements, on avait des suppositions, des signes, etc. Là, on a eu déjà l'OCDE qui a révisé la croissance de la zone euro de moins 0,3 à plus 0,3. On a eu encore cette semaine des chiffres plutôt encourageants sur la situation de l'Europe et de la France. Donc l'Europe, la zone euro, semble être sortie maintenant de récession après de multiples trimestres de dégradation. On avait eu ce signal avant-coureur dès le premier trimestre. Sur cette fin de premier semestre et début du deuxième semestre, là, on est vraiment passé en bas. Alors, on a le sentiment que ça s'inverse et qu'on est repassé, qu'on sort de la récession. Avec quand même un problème, c'est l'asymétrie entre les zones qui vont assez vite, comme l'Allemagne, ou même le Royaume-Uni, et ceux qui vont moins vite, comme la France ou l'Italie. Oui, alors là, on retombe un petit peu dans les scénarios et les schémas classiques auxquels on est habitué. Une Europe toujours à 2, voire 3 ou plusieurs vitesses, avec des comportements différents. C'est pas dramatique, compte tenu de l'interactivité justement de l'Allemagne et de la France, par exemple. Pour le moment, c'est d'autant moins dramatique, c'est que les bonnes surprises sont peut-être venues aussi du côté des pays les plus faibles. Oui, voilà, donc, globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Le risque, j'ai envie de dire aujourd'hui, et si je regarde là, j'étais encore avec des correspondants dans les salles de marché ce matin, à l'issue de ce G20 qui va prendre fin là, c'est les conséquences géopolitiques. Ça va être l'échange d'une part et le pétrole d'autre part. Si on a une opération en Syrie, le pétrole grimpera. On aura une hausse du pétrole. Le dollar aussi. Donc on va avoir un vrai phénomène. Nous, on aura la double peine. Et notre croissance, notre situation économique en voie d'amélioration, immédiatement s'arrêterait, stopperait, et ce serait un coup pour rien. Donc ça va être vraiment quelque chose de très très sensible. On finit le tour du monde, si j'ose dire. Alors le Japon, ça confirme, mais en revanche les émergents à la peine. Alors les émergents à la peine, d'ailleurs les émergents se sont invités plus que de raison au G20, puisque on a vu donc les BRIC s'organiser entre eux et demander, sans la nommer, mais demander aux États-Unis, demander à la Fed de bien sans reconsidérer, mais de bien jauger leur plan de détente monétaire, de QE, parce que les rapatriements de capitaux vers les États-Unis où les investisseurs anticipent un phénomène de hausse des taux, eh bien, a eu une conséquence dramatique au cours de l'été sur les devises, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou le Brésil. Oui, ou l'Indonésie qui est... Et l'Indonésie. Un écroulement. Donc, risque sur la consommation des ménages de ces pays avec le renchérissement de leurs devises, risque pour les pays
et on parlait tout à l'heure du secteur automobile, risque pour les secteurs qui sont sensibles aux parités de change d'être un peu chahutés dans ce contexte-là. Il y a eu un chiffre qui était intéressant, qui est sorti il y a 2 jours. Les volumes quotidiens sur le marché des changes, c'est 5 300 milliards de dollars par jour. Oui. Au moment où on a créé l'euro, et c'est 40% de plus, 30% de plus qu'il y a 3 ans, et quand on a créé l'euro, tout le monde a eu peur que les monnaies et les marchés d'échange n'avaient plus de job. n'aient plus rien à faire. Eh bien, loin s'en faut, et c'est un marché qui va florissant avec les hedges, avec les sociétés d'investissement et les investisseurs un peu plus indépendants qui participent à hauteur de 30 ou 40% maintenant à l'augmentation des volumes. Alors, 2e chapitre, petit point rapide sur l'actualité, on va dire des valeurs. Alors, Renault et Peugeot, qu'on retrouve les deux dans l'actualité, avec une performance plus forte de Peugeot parce qu'il était plus en retard. Oui, alors Peugeot, c'est vrai que personne n'y croyait plus. À un moment, moi, je défendais, quand ça valait très peu cher, je défendais le cours de 11 €. Je crois qu'à un moment, j'ai un peu baissé les bras. Et puis finalement, si, 11 €. Vous avez même de certains brokers des objectifs à 12-13 € actuellement. Le discours de Varin, encore ces quelques jours, avec une nouvelle gamme qui pourrait soutenir les commandes et donc les immatriculations à terme. Tout cela va plutôt dans le bon sens. On est sur une situation qui va un petit peu en s'améliorant. En ce qui concerne Renault, c'est Nissan qui rit, Renault qui pleure un peu plus. Comme le titrait un journal, Ghosn s'est révélé très bon patron de Nissan et un peu moins patron de Renault. Alors maintenant, il est complètement patron de Renault puisqu'il n'a même plus de numéro 2. Voilà, donc, exactement. Toujours dans l'actualité, Biomérieux. Biomérieux, une belle acquisition aux États-Unis. Nous, on a toujours aimé cette valeur. Cette valeur continue d'être entourée. Le consensus broker reste très positif. Quelqu'un qui veut une valeur de fonds de portefeuille avec Biomérieux ne sera pas déçu. Alors L'Oréal, c'est toujours la spéculation sur la sortie du pacte entre la famille Bettencourt et Nestlé. Oui, alors on sait que... Et quand même des chiffres très bons malgré le ralentissement dans les émergences. Et comme ça reste très bon. Oui. On a eu une très très belle publication, une fois de plus, croissance à 2 chiffres, réitérée par la direction. Donc on reste positif. Bon, on n'est pas acheteur à ces niveaux-là. On attend un repli, on aimerait bien voir un niveau de 110-120, mais les objectifs de cours restent toujours tournés autour de 130-140. Ce qui est très important dans le contexte actuel, dans les jours et les semaines qui viennent, c'est que les phases de consolidation ne manqueront pas. Donc il est inutile d'acheter trop cher, on verra ses cours. Et je crois qu'il faut garder la tête froide. Et notamment sur ces grandes vedettes d'hier, qui de toute façon sont déjà très chères. Exactement. Petit dossier, Séché, environnement. Alors Séché a un peu déçu par sa publication, oui. Et puis au-delà de ça, les retours des analystes qui étaient présents ou qui ont analysé la situation n'ont pas eu une certaine lecture claire des perspectives. Donc pour le moment, nous on reste à l'écart de ce dossier, et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres, puisque le titre a été un peu sanctionné. À l'issue de la publication. Néopost, Néopost, oui, a été une belle publication et c'est un titre qui revient dans les recommandations de brokers. C'est un titre sur lequel on peut venir avec une politique qui est très bien perçue par les marchés. Néopost est une valeur positive sur laquelle on peut rentrer. Alors, dernier secteur, c'est ce secteur des télécoms au sens large, avec une très très grosse opération qui est annoncée, donc le rachat de Verizon Wireless, la part que Verizon ne possédait pas dans Verizon Wireless, sur le secteur en général. Quel est votre sentiment? Oui, le secteur en général, déjà... et puis Nokia et Microsoft, comme on... Voilà, et alors, ce que l'on voit, c'est que c'est un secteur qui connaît une concentration absolument énorme. Rien que sur le secteur, le montant des opérations de fusion s'élève à 231 milliards de dollars depuis le 1er janvier. C'est colossal, c'est le premier secteur qui rafle la mise. Non, au-delà de ces opérations que tout le monde a pu lire et voir et être commentées, on a vu immédiatement les investisseurs se ruer, ne ménageons pas les termes, puisque Alcatel a bondi de 10% sur l'annonce de la nouvelle, oui, et que aujourd'hui... Alcatel gagne 22% cette semaine. Donc 10%, même plus de 10% en un seul jour. Et France Télécom gagne 10%, Orange maintenant gagne 10% dans la semaine. Exactement, donc tout le secteur a été repricé, certains
certains y voient en l'occurrence pour Alcatel une proie possible, en l'occurrence pour la partie mobile et de l'opération. On a vu, alors pour Alcatel, on voit des brokers avoir des objectifs de cours à 2,80 €, 3 €, donc un potentiel d'appréciation malgré la forte hausse qu'on a connue qui reste intéressant. L'autre opération qui vient d'être annoncée et qui ne manque pas d'originalité, c'est la vente aux enchères de Ring, BlackBerry. Des groupes asiatiques sont sur les rangs et pourraient s'y intéresser, mais clairement, une vente aux enchères avec des groupes qui s'y intéressent, c'est à peine voilé l'annonce d'un démantèlement du groupe. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. Troisième chapitre et dernier chapitre, gestion. Alors, d'abord, matières premières basses, on en a dit un mot, puisque, à part le pétrole et l'or qui ont tenu pour des raisons peut-être géopolitiques, les matières premières sont quand même attaquées. Qui sont les gagnants quand les matières premières sont basses comme ça ? Les actions. Typiquement, on a eu un phénomène de vase communicante, les investisseurs n'y voyant pas clair sur les matières premières et celles-ci étant survendues. On a eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Clairement, il y a des positions de vente très très importantes sur les matières premières. Ça impacte, elles n'ont jamais été aussi importantes depuis 2008. Elles sont largement supérieures à 2008 et elles sont d'un niveau d'il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est vraiment un vrai phénomène. On a les spéculateurs qui sont intervenus dessus. Dans un autre domaine, c'est effectivement un arbitrage qui s'est fait au profit des actions. Ce sont les actions qui ont bénéficié de cet arbitrage des matières premières vers le marché des actions. Il y a des sociétés qui sont particulièrement consommatrices. L'exemple qu'on cite toujours, c'est Michelin, qui est particulièrement consommateur de matières premières. Oui, alors c'est Michelin avec le pétrole, c'est Lafarge et toutes les chimiques en général. Donc on a des sociétés qui effectivement pourraient être pénalisées par une hausse ou par un niveau qui resterait élevé sur le prix du en revanche de cours bas. Alors, deux concepts d'investissement ou un concept d'investissement à suivre aujourd'hui ? Écoutez, le concept d'investissement qu'on met en avant, c'est que ce marché tient autour de 4000 points. Oui. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Les chartistes réitèrent leur objectif autour de 4200 points avant d'avoir une correction peut-être importante. Aujourd'hui, on ne peut pas l'entrevoir. Sauf qu'on sait que la tension sur les taux, la tension sur l'échange, la situation syrienne, tous ces motifs-là peuvent être... On n'a pas eu la consolidation d'été. La fameuse consolidation d'été, on ne l'a pas eu, donc on n'aura peut-être pas le rallye de fin d'année. Alors, si, on aura le trou d'air entre les deux. Si, on aura vraisemblablement ce rallye de fin d'année. Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus frileux pour rentrer dans le marché, mais typiquement, quand vous avez des titres de très belle qualité, avec de très belle visibilité aujourd'hui, je pense à Sanofi, des titres qui ont corrigé de 10 ou 15% sur leur plus haut. Des titres comme Sanofi, des titres comme Essilor, par exemple, sont des titres sur lesquels vous avez parlé de Michelin. Michelin est un titre sur lequel aussi on peut revenir avec des recommandations revues à la hausse des brokers. Ce sont des titres sur lesquels on dit. Grosso modo, la thématique aujourd'hui, c'est soit on court pas après le papier, on court quand même pas après le papier. Soit on rentre tranquillement sur des Essilor au niveau de 80 alors qu'on vient de 90, on vient sur des Sanofi qui pareil ont perdu 15%, on reviendra sur les plus hauts ces titres. Sanofi, il y avait eu des provisions sur l'activité au Brésil, aujourd'hui on a eu les résultats, à la faveur des résultats, on a vu les très très beaux résultats faits grâce aux acquisitions à travers de Gensheim. Donc on est aujourd'hui dans un marché où certains titres ont été un peu abandonnés. Ils ont subi leur succès leur engouement à un moment. Donc, il y a eu des prises de bénéfices tout à fait normales, des arbitrages en faveur d'autres secteurs ou d'autres valeurs du même secteur. Aujourd'hui, ces titres-là ont corrigé de façon anormalement importante. On revient tranquillement sur ces titres-là. Alors, une approche d'une allocation d'actifs pour finir ? On reste toujours, on ne peut pas être en dehors du marché en ce moment, donc on a toujours une allocation équilibrée avec un biais positif. Biais positif, et plus l'Europe que les États-Unis ou... Nous, on a toujours été forcément, alors Barclays Bourse, mais on était plus société de bourse avant d'origine, donc on a notre culture qui nous marque à la culotte et on est toujours très Est-ce que cette fameuse décote existe pour vous ? Parce qu'on dit, en termes de capitalisation des bénéfices, il y a une décote en Europe, mais les indices sont très très bancaires, alors donc ça doit jouer un rôle.
Oui, ça joue effectivement un rôle, mais enfin, quand on commence à décortiquer la cote, même si on laisse de côté les bancaires, on a évoqué 2 titres par exemple, et au niveau européen, on peut revenir sur des valeurs qui restent malgré tout pas chères, en dehors des financières. Donc, typiquement, nous continuons de privilégier la zone euro. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Franck Labichard, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et sur le même site, sur le lien voisin, pour avoir l'application pratique, les conseils. Au revoir.